Au début, tu as lancé Super Miro sans savoir comment gagner de l'argent. Faux. Je savais tout de suite quel allait être mon business model. Être entrepreneuse, c'est plus facile au Luxembourg qu'ailleurs. J'ai pas de point de comparaison. La majorité de tes utilisateurs ont moins de 30 ans. Faux. Ils ont entre 25 et 45 ans pour la plupart. Tu n'as jamais eu de doute sur le projet. On a toujours des doutes, mais j'y ai toujours cru. Et c'est sûrement ce qui fait la différence. Le bouche à oreille est une de tes meilleures sources d'utilisateurs. Oui, clairement, mais ça se complète aussi de campagnes marketing et de une belle stratégie de contenu organique pour vraiment aller toucher un maximum de gens. Tes événements les plus insolites marchent parfois mieux que les gros festivals. Oui, je pense que c'est possible. Après, les gros événements ont quand même leur succès. Le Luxembourg est un terrain parfait pour tester une app comme la vôtre. Vrai? Tu as déjà refusé des événements qui ne collaient pas à tes valeurs. Vrai, vrai, vrai. Oui, c'est sûr. Et notre algorithme, il sait ce qu'il a le droit de mettre et ce qu'il n'a pas le droit de mettre. Et quand il a un doute, il redirige vers un modérateur manuel. Tu as déjà eu un moment où tu t'es dit là c'est fini avant de rebondir. Pas sur le projet, pas sur Super Miro. Sur des petits bouts du projet, oui. Dans 10 ans, Super Miro existera dans plusieurs pays. Avec grand plaisir. Je le souhaite. Bienvenue dans ma chaîne Les Frontaliers Luxembourg. Aujourd'hui, j'interviewe Elfie. Enchantée. Enchantée. Bienvenue. Merci. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais te demander du coup de me raconter ton parcours avant Super Miro et qu'est-ce qui t'a mené à créer une app de sortie. Eh ben, écoute, mon parcours avant Super Miro, il est assez atypique puisque je viens des métiers de l'architecture, du design et de la communication. Donc, c'est déjà beaucoup de champs différents. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans ces métiers-là. Et j'ai surtout vécu dans différentes villes à travers le monde. Et finalement, Super Miro me ressemble beaucoup puisque c'était un peu ma manière de découvrir les villes, d'aller toujours chercher un petit peu les pépites, les nouveautés, les événements. Voilà. Et c'était quoi ta ville préférée dans toutes les villes que tu as faites? Je dirais que Paris reste un gros coup de cœur et New York également, mais pour des raisons différentes. Et est-ce que tu te souviens du moment précis où l'idée de Super Miro est née? Ouais, je pense que j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Ça me démangeait déjà. J'écoutais pas mal d'émissions d'entrepreneuriat depuis que j'étais adolescente. J'ai suivi toutes les aventures des débuts de Michel et Augustin, toutes ces un peu pépites françaises qui étaient un peu osées aussi au niveau marketing. Et finalement, quand je suis arrivée au Luxembourg en 2012, je me suis dit que c'était un bon terrain pour entreprendre. Et c'est là que progressivement donc il y avait d'abord l'intention d'entreprendre. Je savais pas trop dans quel domaine. Et ensuite, j'ai cherché l'idée qui allait bien me correspondre, parce que je voulais un projet qui me corresponde aussi, pas juste entreprendre pour tester un truc, et qui puisse correspondre évidemment au marché dans lequel j'avais atterri. C'est vrai que souvent on croit qu'il faut d'abord avoir l'idée et ensuite entreprendre. Bon, ça peut être le cas aussi pour certaines personnes, mais moi j'avoue que dans mon cas, c'était d'abord j'avais mis les pieds au Luxembourg et ensuite j'ai voulu interviewer des personnes et faire ce que je fais actuellement. Donc, si tu devais pitcher Super Miro en une phrase à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, je dirais que c'est le service, application et site internet qui te permet de découvrir les bons plans sortis et toutes les choses à faire juste sous ton nez et au coin de ta rue. Très beau résumé. Être entrepreneur, est-ce que c'est dur? Et qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien? Alors être entrepreneur, je dirais pas que c'est dur, mais c'est challenging, hein, clairement. C'est pas du tout la même vie, le même rythme, les mêmes envies que quand on est salarié. Mais je pense que c'est aussi ce qui me plaît. Qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien pour moi, en tout cas, vu que je suis assez créative, il y a pas mal d'idées qui sortent. C'est de faire le tri dans les idées et de choisir lesquelles on va mener jusqu'au bout, et surtout motiver les équipes pour me suivre dans mes folies. Mais est-ce que t'as pas eu peur, d'avoir, tellement d'idées et de vouloir en fait aller partout? Non, parce que je suis créative, mais je suis aussi assez organisée. Mmh. On va dire que j'ai ma forme d'organisation. Il y a des gens bien plus organisés que moi. Et j'ai de la suite dans les idées. J'aime bien faire les choses bien. Donc, je vais pas partir sur 72 trucs en même temps.
Je vais choisir 1 ou 2 points de focus et je vais les développer, les tester jusqu'à voir si ça marche, si ça marche pas, s'il faut les garder, s'il faut les tuer. Les killer comme on dit, dans le jargon startup. Et qu'est-ce qui t'a le plus, surprise en lançant ta start-up? Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point, c'est les cycles sont courts, les changements vont vite et donc il faut être super agile. Je pensais pas que c'était à ce point-là. On le dit, hein, on dit souvent, il y a l'image des montagnes russes, mais dans le quotidien, dans les projets, alors c'est moins vrai avec les années, en vieillissant et avec l'expérience, mais il faut quand même, pouvoir, suivre le rythme et des hauts, des bas, des changements, et des choses qu'on n'a pas prévues, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, en fait. Et as-tu déjà eu envie de tout arrêter? Qu'est-ce qui t'a fait tenir, si c'est le cas? Non, j'ai jamais eu envie de tout arrêter. Évidemment qu'il y a eu des moments de doute, mais pas au point de se dire que j'avais envie de tout arrêter. Il y a des choses que j'ai arrêtées dans le projet, dans Super Miro, des réinventions en interne sur des produits, sur des choses qu'on a dû arrêter ou stopper, mais en tout cas, arrêter tout, non, pas encore. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de fierté jusqu'ici? Alors côté fierté, il y a 2 choses. J'ai découvert ma capacité à vendre des concepts avant même qu'ils soient développés. Parce que souvent, on a des idées, on les précise, on fait le pitch de vente, on va voir des clients, on leur vend une fonctionnalité ou un nouveau produit et en vrai, chez nous, il est pas encore développé et on l'a vendu avant de le développer et Bravo! donc ça, je savais pas que Ouais. j'étais capable de faire ça, mais ça s'est vérifié plusieurs fois. Et le deuxième point, c'est à quel point j'ai réussi, avec l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, mais à créer cette cohésion d'équipe et finalement les gens qui travaillent avec moi depuis le début, alors évidemment il y a des gens qui sont partis, il y en a qui sont toujours là d'ailleurs aussi depuis le début, mais à quel point il y a une vraie cohésion et une vraie passion pour le projet et qui arrive à perdurer, dans le temps et ça c'est chouette de se dire qu'on a réussi une aventure entrepreneuriale, un produit qu'on vend, mais aussi une aventure humaine. Pourquoi, enfin, est-ce que le Luxembourg, c'est un pays selon toi, qui aide les entrepreneurs? Alors oui, clairement, il y a tout un terreau d'aides, de programmes. Après, il faut trouver lequel est le plus adapté à son projet et à son état aussi, surtout. Des fois, on est trop avancé, pardon, pour rentrer dans un programme ou on l'est pas assez pour rentrer dans un autre. Donc ça, c'est plutôt des aides, étatiques et puis après, il y a pas mal d'initiatives. Moi, je fais partie notamment, du board de Pulse.lu qui est en fait une association qui a été créée par des fondateurs, tous ensemble. On crée des événements, on aide les startups sur des sujets, et d'ailleurs les scale-up aussi, sur des sujets légaux, aller aussi parler au gouvernement sur les sujets startups qui sont importants aussi. On se fait la voix de l'innovation au Luxembourg. Donc il y a pas mal d'initiatives, ouais. Et avant, plus, du coup, est-ce que toi, tu as été aidé quand tu as commencé, au Luxembourg? Moi, j'ai connu 2 phases, c'est-à-dire que j'ai eu une première phase où j'étais trop avancée pour les programmes qui existaient, parce que souvent, quand on a juste un PowerPoint ou juste une idée, on arrivait à rentrer dans certains programmes. Moi, j'avais déjà lancé, j'avais déjà un proof of concept, j'avais déjà vendu quelques produits à des clients, donc je rentrais pas dans les cases et un peu plus tard, au bout de 2 ans, de mon développement, oui, j'ai pu rentrer dans certaines aides et certains programmes et finalement après ma levée de fonds. Donc ce qui est un Ah, peu contradictoire parce oui. que des fois on Mmh. peut avoir besoin d'aide avant et moi j'étais un peu dans un entre-deux à l'époque, hein, c'était quand même il y a 10 ans. Mmh. Les choses ont dû évoluer aussi, mais j'étais dans un entre-deux où il n'y avait pas vraiment, d'aide pour cette étape de mon développement. Il a fallu que je lève des fonds et après ma levée de fonds, j'ai pu accéder à un programme d'aide supplémentaire. Et quelles sont les forces et faiblesses, de lancer une start-up, au Luxembourg? Alors, je dirais que, une des choses qui peut être bien, mais en même temps compliquée, c'est la typologie de marché. Parce qu'en fait, le Luxembourg est très multiple. Il y a plusieurs langues, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs nationalités et très, très, très multiples. Donc c'est une richesse pour le pays, c'est une richesse pour plein de choses. Mais quand on entreprend, par exemple, nous, on est un média, on parle aux gens, on se pose tout le temps la question des langues, on se pose tout le temps la question de l'angle, on n'a pas le même humour en français qu'en anglais, et cetera. Donc il y a des choses qui sont positives avec, cette, multiculturalité et il y a des choses qui sont très challenging. Parce que finalement bon, moi je suis française, si j'avais entrepris en France, je me poserais jamais ce genre de questions. Je parlerais en français, j'aurais une population qui est très large
sur du français. Là, on est une petite population et en plus, on est multilingue. Et ça, c'est assez complexe quand même. Et multiculturel. Ça veut dire qu'on va pas consommer de la même façon. Donc, réussir à capter tout le monde, c'est pas si facile en fait. Et c'est ce qui rend aussi c'est ce qui rend beau, je trouve, le Luxembourg. Oui, ah oui, C'est très complètement. challengeant, mais c'est ce qui Ouais, rend beau tout aussi à fait. le pays. Est-ce plus difficile de trouver des financements, des clients au Luxembourg qu'ailleurs? J'ai pas de point de comparaison parce que ma première aventure entrepreneuriale, c'est celle-ci et je l'ai faite, ici. Avant, j'avais des jobs de freelance aussi où j'avais mes propres clients en France, mais j'ai pas de point de comparaison. Ah oui, donc dès le début, tu as commencé en tant que freelance avant. J'ai toujours eu, Oui. une société qui me permettait de facturer pour prendre des projets en parallèle et Mmh. même quand j'étais prof, j'avais, libéré parce que j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement en France. J'ai toujours Prof de? libéré prof de art appliqué, architecture, design et communication. J'ai toujours libéré une journée de mon temps pour rester en entreprise. J'ai toujours eu ce goût d'être en entreprise, en fait. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer sa boîte au Luxembourg, qu'est-ce que ce serait? Je dirais ce que moi j'ai pas bien fait au début et que je fais beaucoup mieux maintenant avec mon associé, c'est-à-dire, quand tu as une idée, tu lances une base, t'attends pas que ce soit parfait, tu testes, tu recueilles des avis, tu corriges et t'avances. Parce qu'en fait, si on attend que le produit soit super, que le site soit super, que l'app soit super, au moment où on lance, en fait, on découvre plein de choses qui fonctionnent pas bien et de toute façon, il faut changer. Donc, on lance une base et on adapte le plus vite possible, en fait. Mmh, test and learn. Exactement. Il y a rien de mieux. Ça, je suis totalement, d'accord avec ça. Et beaucoup d'applis recensent des sorties. Comment toi, tu es arrivé à en faire un vrai business? Et ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui font un peu Mmh. de ça. Je pense que j'ai réfléchi à un concept global et en même temps, c'est exactement ce que je fais depuis le début de mes études. J'ai toujours travaillé sur des concepts globaux, peu importe dans quel domaine j'ai travaillé, architecture, design, communication, agence, etc. Concept 360. J'ai réfléchi aussi bien aux produits, aux services rendus pour l'utilisateur, à ce que j'allais vendre à mes annonceurs, à avoir une marque forte. Je pense que c'est ça qui a fait que je me suis différenciée de juste donner des bons plans parce qu'en fait, effectivement, à l'époque, c'était les blogs. Il y a 10 ans, c'était plutôt les blogs. Maintenant, c'est Mmh. plutôt les comptes TikTok, Mmh. YouTube, Ah, je me Instagram, souviens à etc. l'époque des vlogs. Des blogs, des Ah! blogs, des Ah blogs. oui. Mais finalement, chacun faisait un petit bout et personne faisait le global. Et je pense que c'est ça la différence. C'est que j'ai vraiment pensé global. J'ai vraiment pensé le produit et la marque dans son intégralité avant de lancer pour avoir quelque chose de très fort. Mais quand même, tu es partie de loin parce que tu étais prof, en art littéraire, c'est ça? Art, ouais, art appliqué, ouais. Ah, art appliqué, pardon. Et aujourd'hui, bah, tu as une start-up, sur, tout ce qui est, événements. Oui. Donc c'est 2 choses complètement, enfin un peu différentes, quoi. C'est pas le même état d'esprit, Oui, effectivement, l'enseignement oui, et c'est vrai. le milieu du business et des startups, non, et de la techno surtout. Mais Mais comment ça t'est venu? c'est une évolution, en Mmh. fait. D'accord, C'est une OK. évolution progressive. Je me suis enrichie de chaque expérience que j'ai faite, à la fois en tant que salariée, à la Mmh. fois en tant que, prof au démarrage. Donc je pense que c'est une évolution. Je suis partie de quelque chose de plus classique effectivement avec l'enseignement. Après j'ai eu des expériences professionnelles. Je pense que chaque étape m'a enrichie au fur et à mesure, m'a appris des choses jusqu'à me mener, C'est à incroyable ça. vraiment parce que, c'est vrai qu'on a tendance, enfin moi, j'ai commencé en finance et aujourd'hui je suis en marketing, vraiment rien à voir et oui, Bah, voilà, tu définirais la chose de la même façon que moi pour voilà. toi? Ouais, C'est oui, une oui. évolution, Oui, c'est une évolution, des oui. E opportunités et exactement. J'ai commencé en finance, mais j'ai toujours voulu faire, tout ce qui est, réseaux sociaux, marketing et du coup je voilà. oui, puis je pense que quand on a Mmh, envie, on apprend. Quand on apprend, on se découvre d'autres talents et puis après on a envie, on exact. trouve notre voie, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas on pense souvent qu'on est vraiment fait sur une chose, mais en réalité pas on n'est pas forcément destiné à qu'une activité ou qu'à une case Mmh, et et je pense que l'évolution de la chrysalide n'est encore pas finie. oui, c'est vrai. Hem,
Alors, quel est le modèle économique de Super Miro aujourd'hui? Alors le modèle économique, il est assez simple. L'idée, c'était avoir un super contenu pour attirer des utilisateurs. Donc c'était challenging parce qu'au départ, la première phase, il y a pas d'argent gagné. On a du bon contenu, on arrive à attirer des utilisateurs et on monétise de manière indirecte notre base user, pour le média en tout cas. Et à ce moment-là, bah, il y a de la publicité, mais à la façon Super Miro. Concept global, c'est ce que j'ai dit Mmh. tout à l'heure, pas de la publicité comme partout ailleurs, intrusive, de pop-up qui sautent à la tête, qui ont rien à voir avec l'expérience utilisateur, de la pub à la Super Miro. Des produits pour les organisateurs d'événements pour booster leur, établissement, leur, programmation, pour, optimiser leur taux de remplissage, sur des événements qui ont lieu, la semaine prochaine par exemple, ou de la visibilité sur un festival et cetera. Donc en fait, c'est des produits payants, heu, pour booster la visibilité des gens qui sont chez nous ou des marques qui veulent venir toucher notre base utilisateur. Et comment tu as récupéré récupéré, comment tu as gagné tes premiers clients? Ça, Si c'est tu savais, parce que ça, c'est mon dur d'avoir premier les premiers. client Oui. au culot avec audace. J'ai donc le modèle publicitaire de Super Miro, il est illustré à la main parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans Super Miro. C'était l'image de marque que je voulais créer, drôle, sympa, décalé, on est sur les sorties, fun. Donc aussi bien dans le ton de comment on parle que dans les illustrations. Et le pari que j'ai fait, et c'était challenging, hein, parce que c'était pas gagné, c'était de me dire: «Les grandes marques luxembourgeoises, si elles veulent travailler avec moi, elles repasseront par mon studio graphique et l'illustration». Je prendrai pas une campagne, d'une banque comme elle est et comme ils la mettent partout. Elle sera réadaptée à la sauce Super Miro pour plaire à l'utilisateur de Super Miro et que la pub soit une valeur ajoutée dans sa navigation et pas un élément intrusif. Et ma première campagne, c'était une fausse campagne Mmh. que j'ai illustrée à la Je main, travaille pour que j'ai mise sur mon site. J'ai lancé le service, donc il y a eu, de la presse autour et cetera. Dans la foulée, je suis allée voir tout de suite le directeur marketing de l'époque. Je lui ai dit: «Voilà ce que j'ai fait. Il y a une campagne en ligne», et il m'a répondu: «Ouh là, mais je devrais te demander de la retirer tout de suite. Mais finalement, c'est pas mal, c'est bien pensé. J'ai pas payé pour ça, ça me fait de la belle visibilité, donc tu peux la laisser». Et en fait, comme les premières marques ont vu que j'avais pour démarrer, ben, j'ai signé mes contrats qui ont suivi grâce Ah bah voilà, au comme culot. quoi, au culot. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est au culot, hein. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, pour les miniatures sur YouTube, Ouais. parce que plus ta miniature est bien et travaillée, plus tu as de nombre de clics, plus tu Mmh. as de clics. Et du coup, ils viennent me voir, ils me disent: «Oui, je te propose, une miniature gratuite et tu vas voir que tu as la visibilité grâce à ça. Si tu vois que, bah, ça marche bien, bah, on peut continuer ensemble. Si tu vois que ça marche pas, bah, voilà, on continue pas». Et voilà, c'est au culot et au début, bon, bah, voilà, c'est gratuit. Je le fais, puis je vois que ça me rapporte, de la visibilité en plus. Finalement, je me mets à travailler avec cette personne alors que si elle m'avait demandé comme ça, Travaillons ensemble, tu y oui, serais travailler, jamais allé. ouais, Bah oui. non. Et comment tu as trouvé tes premiers financements? Alors mes premiers financements, ils étaient financés par, le la pub qu'on avait vendue et les premiers contrats. Ça, c'était le tout début, et 18 mois après le lancement, on va dire 12 mois après le lancement, avec l'attraction du démarrage, je me suis dit que pour pouvoir accélérer, monter une équipe, consolider la techno, parce qu'à l'époque, c'était quand même fait un peu de bout de chandelle, même si c'était bien foutu, parce qu'on travaillait déjà avec mon associé là-dessus. Il fallait lever des fonds. Donc là, je me suis fait aider d'un leveur de fonds qui ne fait plus ça aujourd'hui, donc je peux même pas le recommander, mais en tout cas qui m'a beaucoup aidé à structurer, réfléchir, à mon business model, à ce que je pouvais améliorer. Ce qui était hyper intéressant dans cette démarche de levée de fonds, c'était à quel point j'ai dû moi-même décortiquer mon propre business, et j'ai moi-même redécouvert en faisant des analyses des choses que maintenant je fais régulièrement et j'en rajoute d'autres tous les ans. Et c'est comme ça que j'ai finalement réussi à, contacter des investisseurs et à lever mes premiers fonds. Et tes premiers utilisateurs, comment tu les as attirés? C'est toujours difficile d'attirer les Tout en premiers. organique, hein, il y avait pas de payant du tout. Je pense que le démarrage en 2015, janvier 2015, c'était une marque forte, parce que j'avais vraiment parié sur une marque forte qui dénote dans le paysage luxembourgeois.
et finalement, qui dénote toujours dans le paysage luxembourgeois parce qu'il y a pas beaucoup de marques, qui ont suivi un peu cette tendance. Un peu fun, un peu cool, un peu drôle, osé. J'avais Mmh. des campagnes un peu osées et un bon service et de la presse. J'ai beaucoup travaillé mes relations presse à l'époque. Je suppose, comme tu l'as dit, que tu monétises tout via les partenariats, la pub, et les événements? Exactement. OK. Et quelle était la plus grosse galère business que tu as su surmonter? Comme, tu peux l'imaginer, 2020, le covid, la fin des événements, plus de contenu, plus d'utilisateurs, plus de business. Donc là, c'était enfin, on pouvait pas imaginer pire dans un business de l'événement, tout s'arrête. Donc là, ce qu'on a fait et là, c'est encore une fois, un beau travail d'équipe parce que finalement, l'équipe, n'a pas voulu enfin, il y a une partie qui est juste rentrée à la maison et voilà, qui a suivi le move et puis il y a une partie qui s'est dit: «Bah non, on va pas s'arrêter de bouger comme ça, on va pas juste attendre qu'on nous remette au travail quand on pourra le faire. Donnons-nous des rendez-vous virtuels, tous les jours, réfléchissons à ce qu'on peut faire». On a lancé un plan, avec la responsable marketing de l'époque, plan communication de crise, suivi des business locaux. En fait, plus rien ne correspondait à ce qu'on faisait. Mmh. On a tout fait à la main et au niveau développement, du coup, côté IT avec mon associé, l'idée c'était, je défais ce truc-là parce qu'on ne peut pas l'utiliser tel qu'il est aujourd'hui, je remets telle fonctionnalité en place pour qu'on puisse parler de tel contenu parce que tout se faisait à la main. Tout ce qu'on avait réussi à automatiser, pendant Covid, il n'y avait plus rien qui était utilisable et pour pouvoir continuer à être présent et sur les réseaux et sur des initiatives et cetera, on a dû recoder la moitié du site pour pouvoir remettre des contenus, mais tout à la main, en fait et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et émotionnellement, tu étais comment à cette Ah, période-là? c'était dur. C'était dur, mais le fait de voir, l'équipe aussi soudée, motivée, on va y arriver. Enfin, on savait pas si on allait y arriver, mais se dire, «On va pas laisser tomber comme ça», dans la même mentalité que moi, ça donne un coup de booster, incroyable. Qui sont tes utilisateurs aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt des jeunes actifs, des familles, des curieux? Des jeunes actifs, des familles et des curieux, clairement. Ils sont pas si jeunes, en fait, les utilisateurs de Super Miracle Media. Ils sont plutôt sur une tranche 25-45 pour le cœur de cible. Donc il y a aussi bien du jeune actif, hein, autour de 25, mais on a aussi, du moins jeune actif à 45 et des familles, ouais, clairement. Hommes, femmes, un tout petit peu plus féminin, très mix entre le français et l'anglais. C'est presque 50-50 pour les langues d'utilisation de la plateforme, en tout cas. Donc assez cosmopolite et qui cherche, des trucs à faire, soit avec ses enfants, soit à l'improviste pour ce soir, un after work, un bon plan. On est pas mal sur les nouveaux arrivants quand même, qui veulent découvrir le Luxembourg. C'est quand même Super Miro un outil pour prendre ses repères au Luxembourg et dans la grande région, parce qu'on va aussi jusqu'à, Arlon, Metz, plutôt les zones francophones que germanophones et voilà. Bah, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, il y a aussi comme utilisateurs des personnes, bah, des frontaliers? Ah oui, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Après, on a des frontaliers qui rentrent chez eux, puisqu'on les touche à Metz. Ça, on voit Mmh, assez facilement les stades d'utilisation et après on touche aussi des frontaliers qui travaillent ici et qui nous utilisent pour Luxembourg. d'accord. Je voulais savoir si j'étais la seule ou si du coup il y avait d'autres personnes, Tu n'es pas la seule. oh ça va alors. Et comment tu fais pour fidéliser les gens? On continue à leur apporter un contenu de qualité, innovant, d'être à la pointe de tout ce qui se passe pour servir le meilleur contenu possible, de soutenir les business locaux, parce qu'en fait, la plus grosse partie de Super Miro et du contenu qui s'y trouve est gratuite. Oui. Donc on fait un énorme travail de référencement gratuit, et du coup de promotion du paysage, local. Variété, qualité, pour que quand ils viennent et qu'ils ont ce besoin à combler, ils trouvent, ce qu'ils ont besoin d'y trouver, en fait. Mais au début, comment tu étais au courant de toutes ces activités? Ah, un gros document Excel avec des sites sur lesquels je cliquais tous les mois et j'encodais moi-même tous les événements à la main dans la plateforme. Ça, Ah, c'était le début de Super Miro. Et ah après, on a créé oui! les algos qui faisaient ce que moi je Oui, faisais à la main, tout seul. Déjà, il y a 10 ans, on parle beaucoup d'IA maintenant depuis oui. quelques années, mais il y a 10 ans, nous, en vrai, on a déjà écrit toute une grosse base d'intelligence artificielle et pour la récupération des événements et pour la catégorisation, la traduction des événements pour qu'il y ait le plus gros de notre contenu qui se fasse de manière automatique.
Parce que moi, mon premier job, c'était, une fois qu'on avait designé, lancé la plateforme, prendre mon document Excel tous les mois, repasser sur tous les liens et encoder tous les événements de toute la programmation de tout ce qu'on avait repéré. Mmh. Toi étant créatif, ça a dû être difficile cette partie-là, non? Ça va? Non, parce que je savais que c'était l'ADN de mon site et que c'est Oui, ça qui allait que faire que ça mmh, marche, tout en allant chercher mes premiers clients au niveau mmh, commercial. ouais. D'accord, ouais, parce que moi c'est vrai que tu as du courage vraiment parce que quand je fais par exemple tout ce qui est interview, moi j'ai plutôt un peu ce côté créativité. J'adore faire ces interviews, Mmh. faire la création de contenu, me dire quel contenu je vais faire, comment faire pour buzzer, comment faire pour avoir autant de vues, etc. Et ça j'adore. Mais alors la partie montage, c'est vraiment la partie que je déteste le plus. Ah bah, tu Et vois, hier, j'avais une discussion avec une de mes employées, heu, qui travaille aussi sur les formats un peu réseaux sociaux et je lui disais: «La partie montage», parce qu'elle est plutôt créative: «Ça te plaît?» «Ah ouais, j'adore!» Donc tu vois? bah, comme quoi. Et c'est un truc qu'elle s'est découvert parce que jusque-là, elle faisait jamais de montage, mais elle voudrait pas lâcher le montage. Donc Bah, ça dépend, ouais, tu ça vois? dépend. Ouais, vraiment, ça dépend. Est-ce qu'un utilisateur t'a déjà écrit une anecdote qui t'a vraiment touché? Par exemple, quelqu'un qui est allé à un event via Super Miro et qui a rencontré son âme sœur. Rencontre d'âme sœur, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais eu vent de ce genre de choses. Par contre, on a beaucoup de messages d'amour, en fait. Enfin, d'amour. On a beaucoup Mmh. d'utilisateurs qui nous écrivent, soit sur les réseaux, soit même parfois qui prennent le temps de venir sur notre page contact en nous disant, «C'est génial, merci, vous avez sauvé nos week-ends, mes week-ends pendant X temps. Je cherchais, je savais pas quoi faire, je rencontrais du monde grâce à vous, je me suis intégrée au Luxembourg». Ça oui, on en a quand même régulièrement. D'ailleurs, on les partage en général sur les réseaux sociaux. Ah, c'est top Après, ça. quelqu'un qui a rencontré son âme sœur grâce à Super Miro, Mmh. pas encore, mais ça pourrait être une évolution de fonctionnalité parce que Mmh. la partie rencontre, une fois qu'on connecte les événements, ça paraît être une belle suite logique pour Super Miro. Ah bah oui, totalement, parce que surtout que rencontrer des personnes au Luxembourg, en tout cas, moi, je parle pas pour tout le monde, je parle uniquement de mon entourage. C'est difficile quand t'es célibataire au Luxembourg. Moi, je sais quand je Ah oui, suis donc arri là, tu parles de la rencontre amoureuse. oui, Moi, je là, ouais, parle je parle de aussi de la rencontre oui, mais rencontre, même amicales, les 2. amicale Ouais, ou ouais, ouais, honnêtement les 2. Honnêtement les 2 parce que, bah, moi, quand je suis arrivée, j'étais en couple, mais les rencontres, amicales, compliqué. c'était très compliqué Ouais. parce qu'en fait, tu viens, tu travailles et bah, au travail, c'est pas forcément là que tu te fais des amis, et du coup, bah, en dehors du travail, tu oses pas sortir Oui, puis toute toi, seule. tu disais que tu étais frontalière, c'est ça? Oui, Donc en plus, tu restais pas forcément le soir ici. Et après, il y a le côté multiculturel aussi. On rencontre pas que des gens qui sont semblables. Des fois, ça peut être plus compliqué de passer le gap avec d'autres cultures ou d'autres langues ou voilà. Donc c'est sûr que c'est une grosse richesse du Luxembourg, mais ça crée aussi beaucoup de complexité. et qu'est-ce qui te surprend encore dans l'usage que les gens font de l'app? Il y a autant d'usages que d'utilisateurs. Et c'est ce qui rend le truc hyper compliqué. Parce que là, par exemple, on a un gros projet de refonte après, parce que là, on entame notre 11e année l'année prochaine. Donc, on va faire quelques petits changements dans la plateforme. Et ben, on analyse un peu les utilisations et tous les utilisateurs ne travaillent pas de la même, enfin, ne travaillent pas, n'utilisent pas la plateforme de la même façon. Les filtres, il y en a qui sont plus sur telle page, d'autres sur telle page. Et c'est très compliqué de trouver un terrain qui fonctionne pour tout le monde, en fait. Alors, un événement improbable que tu as mis en avant et qui a explosé? Ouais, je pense qu'en fait, c'est une question plus pour l'équipe Mmh. qui suit de plus près les contenus, Mmh. aussi bien commerciaux de nos clients ou alors organiques. Parce que de temps en temps, il y en a qui partent dans une boucle de popularité. Mais là, comme ça, je saurais pas moi te dire précisément lesquels. OK. Et bah, je tente quand même un flop, que tu n'avais pas vu venir? Dans les événements, Ouais, bah, en fait, c'est pas nos événements. ouais, Donc c'est compliqué de voir tu s'il y vois? a Ouais, un flop. Il y a OK. que le lieu qui peut te dire: «Ah ben, cet événement-là, il a pas bien marché», mais après ça va pas forcément être Mmh. à cause de nous. C'est juste Oui. qu'il va être moins vu chez nous et Mmh. peut-être qu'à la fin, il sera très bien chez eux ou pas du tout. Et le moment où tu t'es dit: «Ah là, on tient un vrai projet». Je pense que le premier cap, il a été à 6 mois, donc création de la marque, création de tout le concept, lancement de la plateforme, mettre les événements à la main, avoir les premiers utilisateurs, commencer toute la communication réseaux sociaux et la presse. À 6 mois, on avait 10 000 monthly active users. Et à 6 mois,
dans un petit marché comme Luxembourg, c'était une belle étape. Et là, je me suis dit, 10 000 monthly active users à 6 mois, c'est pas mal. Il y a du potentiel. L'histoire la plus fun ou décalée autour de Super Miro? Alors, on a plein d'histoires fun parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Mais je dirais que celle qui a marqué le plus les esprits et dont on nous parle encore alors que c'était en 2018 de Ah oui, mémoire, un moment. c'est la fête du slip. La fête du slip, c'était un événement marketing organisé par Super Miro pour montrer la marque autrement que sur le site et l'application. C'était pour partir à la rencontre des utilisateurs. En fait, j'ai un des clients avec lesquels on travaillait à l'époque, qui a lancé une idée comme ça, en plein meeting, commercial. Je sais plus comment on est arrivé à parler de ça. «Et pourquoi tu as pas fait tes slips Super Miro?» Et puis on a rigolé autour de ce truc-là, avec tes illustrations ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement comment ça a démarré. Je me souviens très bien de la personne. Et puis c'est une idée qui est restée un peu dans un coin de ma tête. Et quelques mois plus tard, avec l'équipe, on s'est dit: «Tiens, et si on les fabriquait, ces slips, avec le drapeau luxembourgeois illustré à la main, Super Miro?» Donc là, j'ai commencé à chercher des usines qui pouvaient fabriquer les slips, mais ça avait vraiment rien à voir avec ce qu'on faisait. Et on s'est mis en tête, en brainstorming, dans le bureau, de lancer la fête du slip et d'offrir des slips aux utilisateurs en échange de leur téléchargement de l'application avec, 3 points de visibilité dans la ville où on allait partir, avec des caméras, avec des grands formats où les gens pouvaient mettre leur tête dedans et cetera et toute l'équipe avec son slip sur son corsaire noir. Donc c'était des surslips en vrai, parce qu'on a fait la fête du slip en plein mois de novembre quand même, Ah, oh, dans la ah rue. oui. Voilà, donc c'est un peu, on en a fait d'autres, des événements Mmh. un peu drôles, mais celui-ci, je pense que c'est celui qui a le plus marqué les esprits. Non, bah, Et tu peux retrouver des vidéos assez drôles sur les réseaux, encore chez nous, notamment sur notre compte YouTube. moi, je vais regarder. C'est sûr, je vais regarder. Et comment tu vois Super Miro dans 5 ans? Alors déjà, on a lancé un produit B2B il y a 4 ans, en plus du média, qui est le plus connu du grand public. Donc B2B qui est un autre marché, une autre approche, un autre produit, une autre plateforme, mais qui s'appelle aussi Super Miro, le club pour lui. Et depuis qu'on a lancé ce produit-là, en fait, le média continue de grandir, 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 grandir. Donc on a découvert, avec l'équipe, et on en parlait encore, hier et la semaine dernière, pas mal de choses qu'on pourrait, optimiser pour faire grandir encore la base utilisateur du média. Et donc on va miser sur beaucoup de choses, et beaucoup de nouveautés sur le média pour, ces 5 prochaines années, en tout cas pour le marché luxembourgeois. Et je n'exclus pas de repartir, sur l'idée initiale de pouvoir, lancer Super Miro dans d'autres villes, comme on l'avait déjà fait à Bruxelles, mais 6 mois avant Covid, donc ça avait été un peu arrêté prématurément. Mais de pouvoir, une fois qu'on a reconsolidé quelque chose encore ici, le relancer dans d'autres villes éventuellement. Et le club B2B, c'est quoi du coup? C'est un programme où là, la programmation est créée complètement par les équipes de Super Miro, pour les employés, des sociétés, pour pouvoir avoir des avantages et sortir autrement, au Luxembourg. Donc c'est un peu des benefits, hein, c'est dans le Mmh. programme benefits, des employés et on les aide également à organiser leur, moment d'équipe, leur team building, parce qu'on a recensé tout un catalogue de moments sympas et on a des organisateurs d'événements qui aident tous les team leaders à organiser leur moment d'équipe. OK. Bah, du coup, tu as un peu répondu à la question parce que je voulais te demander, est-ce que tu comptais exporter le modèle ailleurs qu'au Luxembourg? J'aimerais toujours bien. Mmh. C'est pas un projet que j'ai, abandonné en tout cas, même s'il aura pris, si on le fait beaucoup plus de temps que prévu initialement. Mais je pense qu'il y a encore plein d'endroits Mmh. et on avait déjà étudié un peu de plus près Genève aussi ou d'autres grandes villes de France. D'ailleurs pas les plus grandes. Les villes de taille moyenne sont beaucoup plus intéressantes pour le concept Super Miro que les grandes, parce que les grandes, il y a tellement de choses que il faut se poser la même question qu'ici. Je sais pas trop quoi faire. Si on sait pas trop quoi faire et qu'on cherche, alors Super Miro est une bonne réponse. Par contre, s'il y a pléthore d'offres et qu'on doit choisir dedans, Super Miro, c'est pas la meilleure réponse. Bah, Suisse, ça peut être une bonne idée. Après, c'est que mon avis, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de me lancer, côté Luxembourg, je suivais des comptes, TikTok, sur, la Suisse. Mhm, Donc des frontaliers qui habitaient en France et qui allaient en Suisse. mhm. Et bah, à chaque fois, ce qui revenait dans les lives, c'est, «Ah, qu'est-ce qu'on peut faire?» et cetera. Et d'ailleurs, il y en a une que je suis, je sais plus c'est quoi le nom. Je la suis alors que moi, je suis pas du tout en Suisse, mais juste parce que j'adore la suivre. Et elle organise,
elle organise des événements de rencontres parce que elle a vu que dans ses lives, à chaque fois on lui demandait, enfin moi je lui demandais pas parce que je suis pas là-bas, mais on lui demandait oui qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc elle organise tout ce qui est activité, Mais etc. c'est, par exemple, si on prend Genève, c'est une ville qui a la même typologie que Luxembourg. C'est multiculturel, il y a des frontaliers, il y a des gens qui partent et qui arrivent, il y a beaucoup de flux migratoires quotidiens, mais aussi d'expats qui arrivent. Donc en vrai, c'est des villes qui se ressemblent fortement. Mm. Ouais, totalement. Et comment tu te différencies face aux géants comme Facebook Events ou Google? Capitale sympathie et proximité de nos clients. Nos clients, ils font aussi du Google, ils font aussi du Facebook Ads, ils font aussi de l'Instagram, mais finalement, ils payent quand même pour venir chez Super Miro parce qu'on est très core business, très local, une vraie touche. Et je pense que en termes d'échange aussi, entre lancer une campagne sur Facebook qui va avoir aussi sa portée et ses résultats, et parler aux chouchouteuses de clients de Super Miro, ben, c'est pas la même expérience et ça répond toutes les deux à un vrai besoin de leur communication. Et si tu pouvais ajouter une fonctionnalité de rêve demain, qu'est-ce que ça serait? Une fonctionnalité qu'on a tenté de lancer il y a quelques années et qui malheureusement fonctionne pas parce que la GDPR s'est renforcée de manière forte. J'aimerais bien avoir de l'ultra personnalisation, c'est-à-dire, je prends un exemple un peu bateau, mais j'ai un petit garçon, il adore les pompiers, il y a des visites de caserne ou des choses autour de démonstrations de pompiers. Je vais consulter une fois, deux fois, trois fois ce type d'événement. La plateforme reconnaît que j'ai un intérêt pour ce genre de choses et d'autres centres d'intérêt. Et la prochaine fois qu'il y a un événement de pompiers qui apparaît, je vais être au courant en avant-première. C'est quelque chose, on avait commencé à développer toute l'algorithmie pour pouvoir le faire, l'algorithmie de personnalisation. Et en réalité, au même moment, réglementation GDPR, les gens ne partagent plus leurs données, les gens ne partagent plus leur localisation. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir leur faire des pushs en fonction de là où ils se situaient. Mais tout ça, ça marche plus parce que les gens sont plus en mode consultatif que de donner de la data qui leur permette de personnaliser beaucoup. Et en tout cas, sur de la sortie et de l'événement, il n'y a pas non plus ce besoin de l'ultra personnalisation. C'est un peu plus en mode découverte. Mais ça, c'était chouette. Ouais, C'était une chouette fonctionnalité. ouais, Mais en vrai, elle correspondait à plus beaucoup de monde qui acceptait de partager sa data, ses préférences, et qui se donnait la peine de donner son degré de personnalisation pour avoir quelque chose d'ultra personnalisé. où peut-on télécharger l'application et te suivre? Eh ben, écoute, sur l'App Store, sur le Google Store, évidemment. Et puis, sinon, il y a toujours le site internet en version mobile euh, et desktop. Supermiro.com, Supermiro l'application. Donc ça c'est le site qui est rose. Et après on a Supermiro le club, donc pour les sociétés avec lesquelles on travaille, qui lui est vert foncé. Et sinon on a tous nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook. Donc on peut aussi nous suivre sur les réseaux. Et puis découvrir quelques bons plans, quelques petites choses, et puis après revenir sur la plateforme quand on a envie de faire une vraie recherche et une vraie découverte de ce qu'il y a à faire cette semaine, ce soir, ce week-end, à 1 kilomètre, à 10 kilomètres, à 50 kilomètres, en fonction de ses humeurs. Eh bien, parfait. Je mettrai bien évidemment en description du coup le site Super Miro pour que vous puissiez aussi en profiter. Je vous dis, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci en tout cas.